J'ai choisi un titre un peu pédant pour l'histoire, le terme prolégomène. Faut pas non plus le prendre comme tel, c'est par imitation avec les textes de Kant, prolégomène à une philosophie de la nature, etc. Ça veut dire tout simplement quels sont les préalables, les préliminaires, et on n'en a pas fini. Donc, en gros, ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir commencer à parler philosophiquement de l'œuvre de Grothendieck. Et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, évidemment, mais je vais vous donner quelques éléments de la manière dont j'ai appréhendé les choses. Et donc voilà. Donc je vais vous parler, je vais essayer de rester sur un registre double, et c'est pas facile, parce que vous avez d'un côté la puissance des mathématiques de Grothendieck et la puissance des mathématiques qui vous aspirent. Et puis d'un autre côté, il faut rester un peu suffisamment à distance pour produire une réflexion philosophique qui, elle aussi, vous aspire. Donc je vais essayer de vous montrer, voir comment, vous dire comment j'essaye de résoudre ce problème de cette situation instable, qui est une situation philosophique par excellence, mais peut-être aussi une situation mathématique. Nous voilà encore dans le mélange des genres. Donc je vais vous parler de la philosophie en général, et puis je vais essayer de suivre. Alors j'ai choisi de vous parler des schémas. Il n'est pas question pour moi de vous donner une introduction technique à la théorie des schémas. Je vais en dire un minimum, mais même pour en dire un minimum, c'est déjà très très hard. Donc je vais quand même dire des choses. Et puis, je vais essayer de réfléchir sur cette théorie des schémas. Alors, je vais insister sur des aspects qui me tiennent à cœur, essentiellement. Mais je le redirai souvent. Grothendieck, d'un côté, représente une vraie révolution scientifique dans les mathématiques et, je dirais même, au-delà des mathématiques, dans les sciences en général. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas simple d'expliciter la nature de cette révolution. Et puis, je vais essayer de vous dire qu'il représente un personnage, que ce personnage a de multiples facettes, et je vais vous parler de ce personnage, non pas parce que je n'ai pas connu Grothendieck, mais tout ce qu'on peut en dire. Il y a, si vous voulez, le mythe Grothendieck, qui d'un côté est effectivement un mythe, mais qui est comme mythe significatif et signifiant aussi de cette révolution théorique. Alors, donc il y a eu, depuis que Grothendieck a produit son œuvre, une très grande quantité d'écrits, de deux ordres essentiellement. J'espère que je ne vais pas froisser comme l'effet Carabosse. Hein, d'un côté, il y a des écrits souvent talentueux sur son personnage, sa vie, qui reproduisent avec une plus ou moins grande exactitude son parcours, qui est d'une singularité absolue. Nous devons en tenir compte, comme je l'ai dit, nous devons tenir compte de cette vie, le voir selon l'expression qui a fait fortune de Gilles Deleuze, comme un personnage philosophique. Il y a des personnages philosophiques comme Copernic, Einstein, Spinoza, sont des personnages philosophiques, c'est-à-dire que leur personne elle-même et de leur personne émanent des effets théoriques, des effets philosophiques, des effets réflexifs. Donc pour parler de cet aspect, sortir des banalités littéraires, qui ont leur droit de citer, bien sûr, hein, il faut un travail énorme. Le travail énorme parce que plus les choses sont perceptibles facilement, plus elles sont trompeuses. Donc plus nous voudrions parler réellement de ce personnage qu'est Grothendieck, plus il nous faudrait produire de concepts et de réflexivité. Alors, il est certain que Grothendieck nous sollicite en profondeur, et il est certain que sa singularité parle à chacun de nous. Alors, il y a des écrits qui, par ailleurs, des écrits eux aussi souvent talentueux sur son œuvre mathématique. Les plus riches de ces écrits qui m'ont le plus parlé sont ceux de Pierre Cartier, sur lesquels je vais m'appuyer pendant quelques moments, d'autres grands mathématiciens qui ont entouré Grothendieck,
Michel de Mazure, Lucky Lucy, Michel Reynaud, Jean-Pierre Serre, Robin Hartshorn, il y en a plein d'autres encore, Christian Houzel, ses collaborateurs proches, assez nombreux, à commencer par Pierre Deligne, Jean-Louis Verdier, et puis Pierre Magloire, et puis Yuri Manin. Sur un tout autre versant, Bill Loweer, qui récemment encore parlait de son amitié profonde pour Grothendieck. Et puis, je dirais, il y a ce qu'on pourrait appeler des gardiens du temple, et qui conservent avec soin et rigueur l'œuvre de Grothendieck, parmi lesquels il faut compter François Chargois, par exemple, à Nancy, et d'autres encore à Montpellier, Pierre Magloire, mais essentiellement. Et puis tous ceux qui ont rempli ma vie d'étudiant et qui, par un biais ou par un autre, m'ont fait découvrir l'œuvre de Grothendieck, les cours que j'ai suivis, dont je ne vais pas vous parler, mais les principaux, qui sont ceux d'Orsay, etc., de Madame Elkick, de Laszlo, de Clairvoisin, tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont introduits au travail mathématique de Grothendieck, et même ceux qui m'y ont introduit indirectement à travers la géométrie, qui n'est pas la géométrie algébrique, mais aussi la géométrie différentielle par certains biais. Alors, tous ces écrits sont très importants. Il y en a bien d'autres que je n'ai pas cités. Il y a ceux de la génération nouvelle, y compris des mathématiciens actuels, productifs, dont nous avons vu la fois dernière Alain Cohn, par exemple. Il y a des écrits qui sont d'une nature mixte, souvent talentueux, comme ceux de Pierre Lechac ou Laïla Schneps, qui tentent de mêler les deux aspects à la fois, enfin les aspects existentiels et les aspects mathématiques, avec certaines esquisses d'analyse philosophique, par exemple aussi chez Pierre Lechac. Alors, on va dire que, ça va être un leitmotiv de ce que je raconte, que les mathématiques produisent de la philosophie. En général, cette philosophie, ou la production théorique considérée comme telle, est plutôt une reprise réflexive autonome d'une argumentation mathématique que l'on trouve pratiquement chez tous les mathématiciens. Donc, quel qu'il soit, à un moment ou à un autre, il y a une sorte de souffle philosophique qui apparaît dans leurs écrits. Ça peut être long, ça peut être plus ou moins long, ça peut être très court. Vous avez des textes de Yuri Manin qui sont assez longs, qui réfléchissent sur leur pratique. D'autres textes sur... il ne s'agit pas d'un discours philosophique élaboré comme tel, mais il s'agit de pans de philosophie. Il se rattache à la catégorie B des écrits que j'ai distingués. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas philosophiques au sens strict, à condition qu'on puisse dire que la philosophie au sens strict, ça existe? Sans doute parce que, d'une part, ils ne se rattachent pas vraiment à la tradition de la philosophie, dont un des aspects, peut-être superficiels, mais un des aspects frappants, c'est l'autonomie de la production, comme ce qu'on appelait le plan d'immanence. La philosophie, quand elle se produit, elle ne veut se tenir que d'elle-même. Ne pas faire référence à autre chose que son propre discours, ne pas chercher des validations théoriques, symboliques, scientifiques, mais produire un discours dans l'immanence de son propre parcours. Et c'est ce que la plupart du temps, les mathématiciens ou les scientifiques n'estiment pas nécessaire quand ils produisent de la philosophie. Alors, bon, est-ce qu'ils sont philosophiques ou pas? Est-ce que j'ai le droit de prononcer une telle sentence, de dire qu'il y a des discours philosophiques et des discours qui le sont moins? C'est bien sûr que j'admets pleinement que la philosophie n'est pas, par nature, celle des professionnels ou celle de l'institution. Elle n'en est pas moins une forme de discours qui se veut autonome et qui parfois y parvient. Pas toujours. D'où cette situation qui n'est pas pour déplaire à un philosophe qui veut philosopher, analyser, réfléchir au plus profond de la pratique mathématique, se rapporter aux mathématiques et pourtant s'autonomiser par rapport à elles. Ou encore réussir à intégrer au sein de sa propre pratique philosophique la pensée mathématique pour s'y rapporter sans pour autant en dépendre. Alors, de ce point de vue, on pourra dire, comme dirait Kant avec l'expérience, que la philosophie des mathématiques commence avec les mathématiques, mais elle n'en dépend pas. Et je dirais que la philosophie se doit de produire cette couche d'indépendance où pouvoir se déployer, mais elle ne le fait que sous la dépendance de la connaissance approfondie et pratiquée des mathématiques.
Malgré ce caractère non philosophique explicite de ces discours en prose, entre guillemets, sur les mathématiques ou sur la pratique particulière des mathématiques, cela peut parfois suffire, parfois même souvent, pour développer de la philosophie. Les mathématiciens produisent, comme je l'ai dit, en excès parfois leur pratique de la philosophie, tout en voulant en produire, mais ils produisent la philosophie qui n'est pas celle qu'ils croient forcément. Parce que les mathématiques sont porteuses de philosophie dans la forme de réflexion sur elles-mêmes qu'elles développent. Et ça, c'est un point sur lequel j'insisterai. Si vous voulez, la réflexion des mathématiques sur elles-mêmes qui est interne aux mathématiques, et il n'y a pas de mathématiques sans réflexivité des mathématiques sur elles-mêmes, et on peut dire que les mathématiques sont une discipline par excellence qui réfléchit, où on est tout le temps en train de se demander ce qu'on fait, si on a le droit de le faire, etc. Mais dans cette réflexion-là des mathématiques sur elles-mêmes, il y a une autre face, en même temps, qui donne lieu à de la philosophie. Et c'est cette forme-là dont nous devons nous saisir pour la faire se déployer de manière autonome. Donc, les mathématiciens peuvent aussi exprimer par ailleurs une position philosophique répertoriée comme telle, platonisme, ou encore prendre position au sein du triptyque intuitionnisme, formalisme, logicisme. Positions qui peuvent même guider la production mathématique. Les cas de Russell, Hilbert, Brouwer et bien d'autres. Mais ce n'est pas cette philosophie-là qui m'intéresse. Ce n'est pas de cette philosophie qui, par ailleurs, a son intérêt en elle-même, qui m'intéresse, dont je vais vous parler. Ce qui m'intéresse, c'est la philosophie qui naît au cœur même de la pratique mathématique. Si on parvient à la concevoir hors de son lieu d'exercice premier, en revanche, si elle n'appartient pas à l'expérience mathématique, si elle n'est pas née dans l'expérience mathématique, elle perd de son acuité et elle perd de sa pertinence. Alors, de quel droit puis-je prononcer un tel anathème ? Je peux graduer la pertinence philosophique de l'expérience mathématique telle que rapportée. Mais dans cette graduation, l'algèbre maximale, c'est celle qui est au cœur de la philosophie, des mathématiques. Pardon. Alors, c'est pourquoi je voudrais aussi défendre l'idée que la pensée mathématique est philosophique, même et surtout quand elle est mathématiquement compliquée, je dirais technique. Et c'est sans doute la méconnaissance de ce fait scientifique qui est la cause de tous nos maux, ou une des causes de tous nos maux. Donc, la pensée philosophique se manifeste au cœur même de la pratique mathématique, elle surgit, parfois émerge, prescrit ses exigences de façon diverse, continue, discrète, dans des reprises réflexives, d'abord mathématiques, dans des visées de concepts, de thèmes philosophiques, comme l'a montré la semaine dernière Alain Cohn, la pensée de l'espace ou de la quantité, dans ses exigences de synthèse. Donc, le corpus mathématique est tellement riche de ce point de vue-là qu'il n'est pas question d'épuiser les analyses qui peuvent en être faites. On peut toujours s'arrêter sur une notion, un calcul, un thème, en tirer sans effort immédiat d'ailleurs des analyses philosophiques. Je me focaliserai sur l'œuvre de Grothendieck, je prends le droit de le faire, d'après ce que je viens de dire, mais là encore, cette œuvre est si riche que je ne saurais en épuiser, je ne dis pas l'analyse, mais le projet de l'étude que je vais en proposer. Hegel dit que la philosophie est toujours en retard. Si je prosaïse cette expression, qui a un sens profond chez le philosophe allemand, je dirais que c'est encore plus le cas dans le domaine des sciences. Les mathématiciens ont raison de déplorer l'ignorance de nos collègues philosophes des mathématiques. Mais c'est là un fait culturel, un fait politique, un fait philosophique. Et l'argument de défense qu'on utilise en général, c'est trop difficile, les mathématiques sont devenues tellement difficiles que maintenant on ne peut plus en parler si on n'en fait pas de façon très profonde. Ça n'est pas un argument que j'accepterais, c'est un argument, je dirais, quotidien, si vous voulez. Mais il faut travailler, il faut accepter la discipline austère, il faut apprendre, sans chercher à devenir célèbre tout de suite. Donc, je vais me concentrer un moment donc, sur la théorie des schémas. Mais je me répète, c'est une théorie si riche que je ne peux m'efforcer d'en esquisser l'essentiel des concepts même et des catégories qui la constituent. Je vais donc en prendre certains aspects que j'ai choisis, qui me paraissent significatifs pour le propos que je vais tenir devant vous.
la théorie des schémas occupe la plus grande partie du début des EGA. Après le chapitre 0, dans le chapitre 0, vous avez un chapitre 0,0, vous avez une gigantesque quantité d'algèbre préalable à la compréhension du concept de schéma. Alors, et ensuite, on passe au chapitre 1. Dans le chapitre 0, ce qui frappe, c'est que vous avez les concepts de base, anneau de fraction, espace irréductible, espace noethérien, de gros compléments d'exposés sur les faisceaux, et en particulier la notion essentielle pour comprendre celle de schéma, les espaces annelés. Vous avez des développements catégoriques nécessaires sur les foncteurs, sur les cohomologies, les extensions d'algèbre, les hypercohomologies, la théorie des dérivations formelles. Tout ça, c'est dans le chapitre 0. Donc si je devais dire prolégomène à une étude de la philosophie de Grothendieck, il faut dire qu'il faudrait s'envoyer tout ça. Mais il faut le faire aussi. Mais cela pour dire, donc vous avez un chapitre 0 subdivisé en 4 sous-parties préalables au chapitre 1 qui est la théorie des schémas. Alors donc, sommes-nous condamnés à lire et assimiler ces chapitres passionnants et gigantesques? Dans l'idéal, oui. Mais il n'est pas question de les présenter maintenant. Mais tous les cours d'introduction à la géométrie algébrique du point de vue grothendieckien, on commence par lire tout ça. Hein. Donc, je vais essayer de retenir les aspects de la théorie pour leur donner une portée philosophique, ou plutôt tenter de ce travail d'autonomisation philosophique, qui est mon propos, mon objectif. Autonomisation sur la base de cette dépendance, indépendance dans la dépendance, si vous voulez. Alors, je voudrais vous citer un texte de Grassmann qui est assez significatif. Alors, vous savez, Grassmann a écrit 2 versions de la Ausdehnungslehre, de la théorie de l'étendue. Une version qui était une version philosophique, qui lui a été refusée. Et il a dû en écrire une seconde version, après la critique qu'il a subie de Study et des reviewers, une version qui est devenue une version mathématiquement recevable, en expurgeant la partie philosophique. Alors, Grassmann dit, donc, dans l'esprit de l'inventeur des vérités mathématiques, il se construit un ordre propre de pensée quant à la voie qu'il a suivie et quant à l'idée qui fonde le tout. Donc c'est au moment où il arrive dans la création mathématique, et cet ordre de pensée constitue le noyau particulier et l'âme de son activité. Donc il y a une idée qui va fonder le tout, auquel il parvient, tandis que les enchaînements cohérents de vérité ne sont que les incarnations de cette idée. Donc il y a un moment où on arrive à cette idée cette idée du tout, si on peut dire, et cette idée du tout, je la rapproche des thèmes dont Grothendieck parle dans Récoltes et Semailles, enfin les thèmes en général, les 12 thèmes, ce sont précisément ces idées qui vont fonder le tout auquel il est arrivé, qui était donné. Donc c'est une expression de ce point de vue typiquement philosophique que la philosophie doit s'efforcer de reprendre. Donc, alors je vais essayer d'aller plus loin, mais si je vais philosophiquement plus loin encore que Grassmann, je vais perdre les mathématiques. Hein. Mais si je vais mathématiquement plus loin que Grassmann, enfin tel qu'il le dit, si je descends, nous risquons de perdre la philosophie. Donc, encore une fois, c'est de cette antinomie que je voudrais montrer comment on peut essayer de nous en tirer, ou essayer de nous en tirer, on n'y arrive pas forcément tout le temps, mais à des moments, on doit pouvoir y arriver. Donc, il existe, comme je l'ai rappelé en entrée, de nombreux textes sur Grothendieck et son œuvre, je les ai rappelés, qualité. Je vais m'en servir parce qu'ils mettent l'accent sur les révolutions effectuées par Grothendieck, et en particulier, ils éclairent la théorie des schémas. Et puis, par ailleurs, il y a le texte Récoltes et Semailles. Ce texte Récoltes et Semailles qui nous prend vraiment, c'est un texte d'une grande puissance littéraire et poétique. Et vous le savez, rien qu'à ce titre, la philosophie est concernée par eux. Mais ces textes sont tout autant politiques que sociologiques, biographiques, historiques, avec des réflexions sur les mathématiques que l'on peut rendre philosophiques, mais qui ne se tiennent pas forcément d'elles-mêmes. Et l'ennui, si on en reste à certains passages de Récoltes et Semailles, qui bien entendu, sont des passages magnifiques, eh bien, on a l'impression qu'on pourrait en parler sans les mathématiques qu'il y a derrière. Or, ce n'est pas possible. Les mathématiques sont toujours en écho, d'une façon ou d'une autre,
derrière ces formulations de Grothendieck. Et c'est là toute la question, tout le problème, c'est que si vous ne tenez pas compte de ces échos, de ce qu'il y a en écho, alors vous ne comprenez plus vraiment ce dont il est question dans Récoltes et Semailles. Mais en même temps, il faut pouvoir y arriver d'une autre manière. Alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots encore pourquoi nous sommes philosophiquement concernés par l'œuvre de Grothendieck. D'abord, parce que les mathématiques, comme je viens de l'expliquer, sont concernées par la philosophie de façon spécifique, et aussi parce que nous sommes philosophiquement concernés par le personnage de Grothendieck. Je l'ai déjà dit, mais la question que je pose, et qui est une question très difficile, est-ce que produire de la science, ou en tout cas produire des mathématiques à ce niveau, est-ce que ceci implique la constitution ou le développement d'une singularité individuelle en rupture culturelle avec la société existante, en rupture avec les institutions, lors même qu'on lui apporte le plus? Et c'est cette situation que nous fait réfléchir Grothendieck, et on pourrait le comparer à Galilée, à d'autres. Bon, lui-même se réclame de Galois, et de Rimbaud, etc. C'est-à-dire vous avez des individualités culturelles, des individualités intellectuelles qui sont en rupture avec toute la société existante. Et Grothendieck, de ce point de vue, c'est ce qui nous fascine dans son personnage, parce qu'il a été jusqu'au bout de cette rupture. Mais la question que je pose, est-ce que c'est nécessaire ou pas pour produire? Alors, donc, descendant d'un cran, donc on peut faire des différences. Donc il y a des questions mathématiques qui sont explicitement plus philosophiques que d'autres. Il y a des questions philosophiques qui sont plus mathématiques que d'autres. Il y a des disciplines du corpus mathématique qui se prêtent à certaines analyses philosophiques issues de positions philosophiques spécifiques. Par exemple, on peut y voir une esquisse de phénoménologie hegelienne, de phénoménologie husserlienne, de dialectique hegelienne, etc., etc. Cela tient à ce que ces disciplines très particulières, à un certain moment de leur développement, se sont construites sur des bases philosophiques. Et j'ai des exemples très nombreux où elles font venir dans leur structuration même des bases explicitement philosophiques. Donc, par ailleurs, pour ce qui est des philosophes, bon, moi je dirais que tous les philosophes, tout le corpus philosophique doit participer à cette analyse. Parce que la séparation entre littéraire et scientifique qui domine nos sociétés est une séparation de fait, mais évidemment pas de droit, et plonge ses racines très profondément dans la manière dont notre culture s'est développée. Elle n'a pas toujours existé de la même façon, et donc vous avez dans l'histoire des philosophes qui ont été des mathématiciens, etc., etc. Et c'est pourquoi donc je vais prendre appui donc sur des analyses husserliennes chez Jean Cavaillès, mais vu qu'il use de tous les philosophes à des titres divers, je vais essayer de faire un peu la même chose. De plus, à l'intérieur des philosophies elles-mêmes, vous savez, les philosophes se répondent les uns aux autres. Hein. Platon parle à Kant et réciproquement, Hegel parle à Kant, qui parle à Husserl et réciproquement. Et Cavaillès a produit des formes conceptuelles à partir d'une profonde réflexion sur Husserl, qu'il a déformée. Donc, si nous avons recours à tous les philosophes, ce n'est pas forcément pour respecter dans leur orthodoxie ce qu'ils disent, mais pour pouvoir, à l'aide de nos analyses mathématiques, de notre expérience mathématique, pouvoir déformer ces philosophes mêmes et pouvoir à nouveau réinvestir l'analyse philosophique des mathématiques. Dans un très instructif exposé et très vivant, Pierre Cartier avait montré comment les schémas, comme structure, sont en quelque sorte le squelette de l'espace, en synthétisant structurellement et historiquement la notion de localisation, de microcosme et de globalisation. Donc chacun de ces termes ici doit pouvoir faire l'objet d'une analyse philosophique. Je vais les reprendre à ma manière, de façon détournée. Dire, par exemple, bon, j'espère pas que je perde trop de temps, il est clair que dans l'histoire des sciences et dans l'histoire des mathématiques et dans l'histoire de la physique,
petit à petit, s'est constituée la notion de localisation. On peut dire que, d'une certaine façon, la physique classique s'est construite en structurant la notion de localisation, de local, par rapport à ce qui était le global qu'on a dans la physique d'Aristote. Et donc, petit à petit, vous avez eu, au cours de l'histoire, la structuration d'un concept de local par opposition à un concept de global. Et bien entendu, dans les mathématiques, cette distinction entre le local et le global est devenue centrale. Eh bien, nous devons, nous, de ce point de vue-là, je reprends le nous philosophique, nous devons essayer de réfléchir sur ce que signifie cette distinction de façon très très générale entre local et global. Et cette manière de poser le problème, qui est une façon de poser un problème dans toute son amplitude, dire qu'est-ce que c'est qu'une singularité, ou qu'est-ce que c'est qu'un événement, ou qu'est-ce que c'est que sa localisation, au sens le plus général du terme, et qu'est-ce que c'est que la globalisation. Et bien entendu, cette distinction entre local et global est arrivée au premier plan dans les développements de la géométrie analytique complexe, avec les théorèmes importants, théorème A et B de Cartan, etc. Et puis avec les concepts qui ont structuré même cette géométrie. Alors, ça c'est une chose que je dis dès maintenant. Alors, d'autre part, Grothendieck construit des objets. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ces objets des objets, mais il faut bien pouvoir parler. Et à chaque fois qu'il a à construire un nouvel objet, il a la capacité d'étendre au maximum des objets disponibles dans le domaine d'application de l'objet en construction. Alors, on va dire un des concepts clés de la théorie des schémas, c'est le concept de spectre. J'essaierai de vous donner une idée de ce que ça signifie. C'est à la fois un concept très puissant mathématiquement, bien sûr, mais aussi, je dirais, épistémologiquement, mais aussi philosophiquement. Alors on sait que Grothendieck a considéré tous les idéaux premiers et non pas seulement les idéaux maximaux. Il y a des raisons pour ça, et on va voir comment à cet endroit un concept de point apparaît alors, les points de spectre A, et donc du spectre de l'anneau A. Et là encore, là je suis pas capable d'analyser tous les sens du concept de point. Je vais essayer de vous en donner certains. Il y a un texte de Cartier qui fait, excusez-moi, le point en partie sur cette question, mais évidemment, il n'en fait que partiellement, il fait que partiellement le point. On ne sait pas à proprement parler ce que c'est que le point, et les points d'un anneau, du spectre d'un anneau, qu'on va considérer que ce sont les idéaux premiers de l'anneau considéré, qu'est-ce que c'est que ce point-là ? Est-ce qu'il a en écho, mentalement, on se réfère à la notion de point, mais ça a un sens beaucoup plus excusez-moi, étendu conceptuellement que la simple intuition du point. Et de ce point de vue, ça veut dire que, là encore, dès que... et c'est sans doute ce qui fait la différence entre un mathématicien moyen et, disons, un mathématicien puissant, c'est que, immédiatement, pour définir une notion, le second est capable de convoquer toute une discipline et de construire une théorie à partir d'un théorème particulier, enfin, ou d'un problème particulier, de convoquer éventuellement 2 ou 3 disciplines pour élaborer cette nouvelle théorie. Et là, ce qui se passe on va voir dans les schémas, c'est que l'algèbre, donc l'algèbre, c'est la théorie des structures algébriques, on va mettre des tas de guillemets à la notion de structure, les anneaux, corps, groupes corps, etc., puis à l'intérieur les sous-objets qui sont des idéaux, etc., elle est immédiatement envahie par la topologie. Donc l'idée, c'est qu'on peut à la fois munir une structure issue de l'algèbre d'une topologie. Et on va dire, qu'est-ce que c'est que la topologie sur spec A ? Et donc là encore, vous avez un effet de synthèse qui réunit plusieurs disciplines. Alors, je reviens à mes remarques philosophiques. Donc c'est synthèse de domaine, extension créatrice, transformation effectuée, nécessitée par l'extension, le fait de pouvoir sentir qu'il faut cette extension,
et on dira que c'est là le lot, avec plus ou moins de réussite, de tout travail mathématique. Ce qui fait la force de Grothendieck, c'est la puissance de l'extension et la réussite de la synthèse. Et une fois qu'on a en main cette synthèse, on est sur un nouveau territoire, et la métaphore du territoire est employée par presque tous les mathématiciens. Ils vont parcourir un nouveau domaine, un nouveau règne. Grothendieck emploie ce terme. Vous prenez n'importe quel ouvrage d'introduction mathématique à n'importe quel domaine, il est décrit en termes de territoire et de domaine. Et donc il s'agit donc de parcourir ce territoire, de travailler sur ces nouveaux objets et de mener de front tous les différents éléments qui les composent. Et c'est là qu'est la difficulté, parce que vous avez dans la main gauche la théorie des ados, vous avez dans la main droite la topologie, qui est une topologie en général adaptée, qui soit la topologie de Zariski par exemple. Et puis vous avez d'autres éléments en vue. Il faut que tous ces éléments soient mis en place et progressent en même temps. C'est cette machine et c'est cette synthèse-là qu'il faut arriver à mener de front et à faire avancer, cette machinerie. Et c'est de cet aspect des choses que la philosophie doit s'emparer après, dans un deuxième temps ou dans un troisième temps, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette synthèse, quelle est la forme de cette synthèse. Donc je ne dirai pas tout de suite, mais par exemple, le concept de faisceau, dont je ne vais pas en parler, le concept de faisceau, donc c'est un instrument qui nous fait qui nous fait prendre conscience de ce que ça veut dire pour une propriété d'être locale et qui nous donne les moyens de la globaliser dans certaines circonstances. Eh bien, on peut dire que cet instrument, ce concept, j'aime pas ce mot d'instrument, mais disons ce concept, cette façon de penser est typiquement une nouvelle façon de penser la synthèse. C'est-à-dire vous avez une synthèse qui progresse dans l'espace même de sa production, si je puis dire. Vous n'avez pas une théorie des facultés qui nous dirait ce que c'est qu'une synthèse, mais vous avez de la synthèse qui est étalée, je dirais, géométriquement. Et d'ailleurs, le mot étalé a aussi un sens. Donc, bon, à l'aide de ces idéaux premiers, on définit des nouveaux ensembles comme objets, hein, et donc une topologie sur spec A. Donc là, je vais aller vite parce que ce n'est pas mon objet essentiel. Donc si j'ai un idéal de l'anneau A petit a, alors donc, on va écrire V de A, comme vous savez, l'ensemble, enfin comme les mathématiciens savent, l'ensemble des idéaux premiers qui contiennent l'idéal A. Donc là aussi, quand je prononce ces termes, pour un mathématicien, c'est évident, mais ce n'est pas du tout évident en soi, si je puis dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'ensemble des idéaux premiers qui contiennent quelque chose, qui contiennent l'idéal lui-même? Donc vous voyez, c'est une construction topologique par aspiration, si je puis dire. Et, on n'a pas, et si on en reste à la topologie comme simplement, c'est simplement, pas simplement, mais la topologie où on prend des ouverts, on regarde si c'est stable par intersection, etc., on ne peut pas aller assez loin. Hein. Là, il faut construire un objet de V de A et voir ensuite comment ça va marcher pour faire une topologie. Donc, ces nouveaux objets qui présentent de nouvelles contraintes et règles de manipulation de ce V de A et qui présentent les ensembles, bon, voilà. Et la topologie qu'on forme, il y a des sous-ensembles de la forme V de A et qui sont, là encore, des fermés, excusez-moi. Bon, par exemple, vous avez que V de tout le truc, c'est le vide, et que V du vide, bah, c'est tout le spectre sur lequel on travaille. Hein. Et bon, là n'est pas mon point. Mon point, bon, on peut mettre en évidence précisément la forme de ces nouvelles synthèses, ces nouveaux objets d'étude. Hein. Il est remarquable que ce soit en définissant les objets de cette manière, donc focalisé sur l'idéal premier qu'ils contiennent, que nous obtenions une bonne définition, je veux dire provisoire, d'un fermé. Alors je peux complexifier encore, et je vais définir sur spec A un faisceau d'anneaux O sur spec A. Hein. Et là encore, je travaille, là encore toujours, sur la notion d'idéal premier. Hein, et on prend ce qu'on appelle la localisation de A en cet idéal premier. Hein, et donc, pour un ouvert U qui est dans ce spectre de A, on définit O de U, c'est l'ensemble des fonctions que j'ai définies ici, et tel qu'on est S de P appartienne à l'anneau localisé, et que S soit localement un quotient d'éléments de A. Bon, ce n'est pas très compliqué. Hein.
Donc, c'est là un des ingrédients de la notion, avec la notion générale de localisation qui constitue la notion de schéma. Alors, sous chacun de ces concepts, vous avez beaucoup de mathématiques. Et c'est certainement une des caractéristiques de la pratique mathématique. C'est que dès que vous avez, disons, une petite notion, si vous la réfléchissez, vous tirez presque tout. Hein. Donc, et c'est ça qui fait la difficulté. Mais de ce point de vue, la pratique mathématique se différencie pas tellement, se différencie pas vraiment de la pratique philosophique. Dès que vous avez un concept en philosophie, hein, il faut le mettre en rapport avec le système dont il est issu, qui est lui-même remis en rapport avec l'histoire du système et l'histoire de la notion, etc., etc. Donc vous avez des pratiques qui sont parallèles. Bon, et donc je termine cette définition que je prends dans Hartshorne. Bon, il existe un voisinage V de P pour chaque P idéal premier contenu dans U et des éléments qui sont là, tels que pour chaque Q, qui est un autre idéal, eh bien, nous ayons cette égalité-là. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a défini ce que c'est qu'une localisation, on travaille sur la localisation, et je vais vous donner simplement plusieurs exemples issus de l'histoire de la philosophie qui pourraient nous faire penser ce que c'est que la localisation de ce point de vue-là. Localiser, ça veut dire qu'on se met dans un endroit où les choses vont devenir nulles. Hein. Eh bien, vous prenez, on peut penser un repère en coordonnées, comme 0, il est localisé en 0 d'une certaine façon. Hein. Donc, si vous voulez, la localisation, ça nous fait, c'est une manière de réfléchir sur le repérage, mais d'un point de vue algébrique. Alors, bon, au fur et à mesure qu'on va construire ce schéma, mais je vais vous donner une autre manière de faire cette construction. Donc, on a un déplacement, une généralisation. Hein, donc, on ne va pas considérer les fonctions régulières, on va considérer les fonctions sur différents anneaux locaux. Et c'est un des aspects de la généralisation de Grothendieck, c'est que, mais pour l'instant, ça n'a peut-être pas sens, ça prend pas sens pour ceux qui ne sont pas vraiment mathématiciens, c'est qu'on ne se contente pas de travailler sur les corps, mais on travaille donc sur des anneaux locaux. Hein, et d'une certaine manière, pour construire et déplacer, généraliser, on a déconstruit la fonction exercée par le corps sur la fonction que le corps exerçait, hein, et on a une notion beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Bien, alors je vais m'arrêter pour ce qui est de cette première définition. Et ceci va me servir à définir de façon générale ce que c'est qu'un schéma. Hein. Donc on définit le spectrum. Hein. Si A est un anneau, le spectrum de A, c'est la paire qui est formée de l'espace topologique A et du faisceau d'anneaux défini sur lui. Et puis, c'est une synthèse nouvelle. Alors, vous voyez, il va falloir avancer avec toutes ces notions dans les deux mains. Hein. Et on a pour un anneau donné son spectre A, O, et dans ce cadre, on peut retrouver des significations accordées au concept algébrique, comme par exemple l'anneau local, ce que c'est qu'une fibre, etc., etc. Nouvelle forme d'analyse, nouvelle forme de synthèse. Je n'ai pas défini ce que c'était qu'une fibre, mais d'une certaine manière, bien sûr, ça paraît un peu obscur dans la manière dont je vais dire les choses. On peut dire que la fibre, en quelque sorte, c'est un élément qui cristallise le constituant produit par la localisation. Et la notion de fibration est aussi une notion centrale dont la philosophie doit s'emparer. Et pour le moment, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore les moyens de le faire, mais l'habilitation qui va se soutenir dans quelques jours par un de nos élèves utilise la notion de fibration et la notion de fibre pour penser la logique et pour donner une signification géométrique à une réflexion sur la logique. Hein. Donc c'est un exemple. Bon, à chaque anneau, on s'est associé un spectre, spectre AO, et puis, là encore, deuxième composante, qui n'est pas, là encore non plus, une composante, qui est un élément qui se construit en même temps qu'il est utilisé par Grothendieck, c'est la théorie des catégories.
Alors, la théorie des catégories, je ne vais pas en parler, en tout cas, pas maintenant, pas dans ce cadre-là, mais simplement, je vais en donner un élément. On a une correspondance entre des structures, qui peut être une correspondance entre des anneaux et des corps, entre des groupes et des corps, etc. Et il est, là aussi, il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire, il est naturel de chercher à expliciter cette correspondance, de se donner les moyens de passer d'un domaine, qui serait le domaine des groupes par exemple, au domaine des corps. Eh bien, c'est à cet usage, pas seulement, mais à cet usage qu'on a forgé le concept de foncteur. Et de ce point de vue, il y a plusieurs aspects. Ce concept est extrêmement riche. J'ai des grands spécialistes dans l'Assemblée. Ce concept est extrêmement riche et il peut nous faire penser toute l'histoire des mathématiques. Parce que dans l'histoire des mathématiques, vous avez toutes sortes de correspondances et les grandes théories surgissent au sein de cette correspondance. Si vous prenez le plus bel exemple de ce point de vue, qui est ce qu'on appelle la théorie de Galois, eh bien, c'est une théorie qui met en correspondance un certain domaine qu'on appellerait une catégorie, qui est les groupes, et un autre domaine qui est les corps. Et c'est typiquement fonctoriel. Alors et une façon, les foncteurs, c'est un instrument d'analyse pour les mathématiques, pour l'histoire des mathématiques et pour la réflexion sur les mathématiques. Alors, donc, dans de nombreuses situations du développement des mathématiques, il apparaît que se présente spontanément donc, une situation qui se constitue comme correspondance entre les concepts de structures de nature très différentes et qui doivent se constituer comme liés par une forme conceptuelle qui en préserve les structures dans cette correspondance. C'est pour ça que les mathématiciens, dans leur réflexion, ont forgé le concept de foncteur qui est devenu, bon, il y a toute une histoire, hein, mais on ne va pas en parler ici. Donc, et il faut qu'il y ait une correspondance entre anneau et spectrum pour qu'elle soit fonctorielle. On a inventé, ou c'est Grothendieck qui a inventé, la bonne catégorie, qui est encore une synthèse, qui est ce qu'on a appelé donc l'espace localement annelé. Et c'est toute la théorie il y a tout un exposé dans le chapitre 0 de EGA sur les espaces localement annelés. Annelé, ça veut dire anneau. Hein. Alors voilà, pour faire un peu d'air, mais c'est pas du tout c'est pas du tout moins difficile. Hein. Je vais citer un passage de Récoltes et Semailles. Hein. Peut-on dire que la grande idée est le premier point de vue qui non seulement se révèle nouveau et fécond, mais qui introduit dans la science un thème nouveau et vaste qu'il incarne. Alors ce texte-là est en écho parfait avec le texte de Grassmann que j'ai introduit tout à l'heure. Et toute science, quand nous l'entendons, non comme un instrument de pouvoir et de domination, mais comme aventure de connaissance de notre espèce à travers les âges, n'est autre chose que cette harmonie plus ou moins vaste et plus ou moins riche d'une époque à l'autre, qui se déploie au cours des générations et des siècles par le délicat contrepoint de tous les thèmes apparus tour à tour comme appelés du néant pour se joindre en elle et s'y entrelacer. Cette grande idée, une de ces grandes idées, c'est le schéma. C'est les schémas. Bien sûr qu'il y en a d'autres, comme surtout celle de Topos, mais l'idée de Topos, le thème du Topos, j'en suis au préalable, je vous expose la théorie des schémas. Alors, il y a de grands spécialistes de la théorie des schémas, il y a beaucoup de travaux sur la théorie des schémas, des gens et puis il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres aspects de l'œuvre de Grothendieck, donc je me restreins. Hein. C'est une restriction, mais qui est une restriction très difficile. Et Grothendieck ajoute, quand il quitte la scène mathématique en 1970, sur l'ensemble de ses publications sur le thème central des schémas, qui est sans doute se monte à quelques 10 000 pages. Hein. Donc la partie de mon programme sur le thème schématique et sur les prolongements et ramifications que j'avais accomplis au moment de mon départ représente à lui seul le plus vaste travail de fondement jamais accompli dans l'histoire de la mathématique et sûrement un des plus vastes dans l'histoire des sciences. Donc le thème du schéma
c'est une révolution théorique. Alors je suis en train de vous en donner quelques esquisses, quelques aspects, quelques éléments, mais c'est une révolution théorique et je vais essayer d'aller plus vite pour vous le montrer. Bon, alors parmi les 12 thèmes qu'il retient, les schémas sont classés en 4. Avant, il y en a d'autres dans la liste, hein, les topos, la cohomologie étale, etc., le groupe de Galois motivique, les cristaux, la cohomologie cristalline, etc. Alors, donc, je vais maintenant essayer de vous donner, après, alors j'ai essayé de vous donner de façon, je l'avoue, très rapide et peut-être pas suffisamment pertinent, un premier aspect de la notion de schéma. Je vous l'ai donné en termes d'espace Hanley. Qui est, ça c'est de schéma affine. Maintenant, je vais vous donner un autre aspect de la théorie des schémas et on va repartir, j'espère pour vous, de notions beaucoup plus élémentaires, mais il faut faire une différence entre, on dira, l'élémentaire et le trivial. L'élémentaire est rarement trivial, l'élémentaire est souvent plus difficile parce que plus profond. Alors, mais quand même, on peut essayer de commencer à travailler un peu. Donc, on va repartir. Donc, le type d'objet qui étudie la géométrie algébrique, ce sont les solutions d'équations polynomiales en plusieurs variables considérées comme des objets géométriques. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de, c'est quelque chose qui est perceptible par tous, mais pas forcément compris. Donc, je cherche des racines de polynômes plus ou moins compliquées. Donc, les ensembles en sont des objets géométriques, donc c'est la géométrie algébrique. Alors, quoique, alors ça m'a frappé beaucoup parce que Ilusier et Reynaud ajoutent dans une note sur la théorie des schémas, enfin, de Grothendieck, nous n'avons pas le souvenir d'avoir vu Grothendieck écrire au tableau la moindre équation explicite, à l'exception de l'équation des nombres du haut, x2 égale 0. Donc, mais on va quand même, nous, partir de certains calculs simples. Donc, à ce titre, donc, de la manière dont je vais vous présenter, la théorie des schémas s'inscrit dans l'histoire de la théorie des équations polynomiales, hein, pour en transformer la signification dans la lignée de la géométrie algébrique classique italienne qu'elle va transformer à son tour. Donc, je peux considérer qu'à travers la théorie des équations polynomiales, j'ai une sorte de théorie de la connaissance. Et d'une certaine manière, puisque je dis que c'est le connu, les constantes, si vous voulez, qui servent à trouver l'inconnu, les racines, et j'ai des méthodes pour ce faire. Mais ce que Descartes a proposé dans son discours de la méthode, et Coiré a essayé de montrer que toutes les règles de la méthode de Descartes, en fait, sont calquées sur la théorie algébrique des polynômes et des équations. Serrer la difficulté, la diviser en simple, être exhaustif, etc. Et même dans le cadre de la théorie cartésienne de l'intuition et de la déduction, qui pourrait être une expression plus élaborée de la théorie des équations ou de la théorie de l'algèbre et de la géométrie algébrique qui débute. Alors ici, donc, bien entendu, la théorie de la connaissance cartésienne est plus compliquée que simplement ce que je vais vous dire, et que la théorie mathématique dans laquelle nous entrons est certainement insuffisante. Hein. Mais je vais quand même essayer de le faire. Et donc, je considère l'ensemble des solutions sur un corps K. Donc, je fais comme pour des solutions des équations polynomiales. Et je dispose de ce qu'on appelle une K-algèbre. Et donc, en fait, je peux toujours me poser la question, et c'est une question compliquée, qu'est-ce que je fais quand j'écris un polynôme? Qu'est-ce que je fais, même mathématiquement, et qu'est-ce que je fais philosophiquement? C'est quoi un polynôme? Il existe de nombreuses constructions d'un polynôme, et vous savez qu'une des questions importantes, c'est de faire la distinction entre les équations polynomiales, fonctions polynomiales, et un polynôme. Alors, quand je prends pour objet l'ensemble des solutions des équations polynomiales, j'ai un minimum de concepts qui vont me permettre de comprendre cet objet qui est l'ensemble des solutions, que je vais mettre à distance. C'est un objet géométrique, je vais le construire. Et ce qui va me permettre de le construire, c'est le concept de schéma, comme tel. Donc c'est une façon encore de voir Donc je prends un anneau. Bon, ça, on sait ce que c'est. Hein. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y a des gens qui disaient les EGA 0, finalement, il ne fait qu'analyser qu'une seule chose, c'est les anneaux commutatifs unitaires. Mais bon, il y a un anneau de base,
et j'ai besoin d'une K-algèbre, c'est-à-dire un anneau accompagné d'un morphisme d'anneau, qui est, excusez-moi pour le gothique qui est apparu, un morphisme structural qu'on appelle, et un morphisme de K-algèbre défini comme un morphisme d'anneau tel que la composée avec le morphisme structural soit de A, soit le morphisme structural, enfin, soit le morphisme structural de A. Bon. Donc je construis le concept de polynôme en usant de structures algébriques très puissants. Objet commandé par le concept d'anneau, plus large, bon, on a vu, morphisme. Qu'est-ce que j'ai gagné au cours de cette ascension algébrique? Ben, j'ai une sorte de prise de contrôle sur cet objet qu'on appelle polynôme. Les coefficients du polynôme ne sont pas seulement le connu, les constantes, c'est compliqué, mais je sais structurer le connu, les coefficients. Le structurer, c'est-à-dire effectuer certaines opérations justifiées. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'écris un polynôme? Ben, je fais des constructions, je fais des constructions avec des indéterminés et des coefficients et des constantes. On peut construire l'ensemble des polynômes comme un certain espace vectoriel. Je ne vais pas m'aller dans cette direction. Donc, simplement, il faut mesurer l'écart qu'il existe entre la simple, entre guillemets, recherche des solutions tout au long de l'histoire des équations, c'est-à-dire tout au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, et le fait de considérer comme objet d'étude l'ensemble des solutions. Et la manière dont je vais pouvoir considérer comme objet d'étude cet ensemble de solutions. Et c'est un travail à effectuer pour un philosophe, d'essayer de montrer où on en est dans du point de vue de cette nouvelle réflexion produite par les mathématiques pour une réflexion philosophique. Alors, je prends appui sur certaines analyses de Cavaillès, issues de Husserl, logique transcendantale et logique formelle, citées très souvent sur la logique et la théorie de la science, en disant que ici, l'intuition joue à tous les étages, quand on construit petit à petit des structures. À chaque fois que vous avez un nouveau formalisme, il y a une nouvelle intuition qui l'accompagne et qui est contrôlée par ce formalisme. Et puis, donc, on a une suite de synthèses, que Cavaillès appelle des fractures d'indépendance successives, qui, à chaque fois, détachent sur l'antérieur le profil de ce qui vient nécessairement après et pour le dépasser. Et c'est exemple de ce processus où vous avez des structures qui se superposent, avec à chaque fois l'intuition qui va avec, ou qui l'accompagne, ou qui travaille avec elle. C'est le passage d'un corps à une K-algèbre, par exemple, mais il y a d'autres passages. Donc, je poursuis ma notion philosophique. Ainsi, la synthèse est coextensive de l'engendrement du synthétisé. Et ce qui importe, dit Cavaillès, c'est le décrochage opéré à chaque suppression de singularité. C'est-à-dire, à chaque fois que je grimpe d'un étage, j'opère une certaine rupture, quand je passe du corps à l'algèbre. Et donc, Cavaillès ajoute, le moteur du passage progressif de l'acte lui-même a son sens. C'est-à-dire que quand je m'élève à une structure, en même temps, il y a une nouvelle signification qui apparaît, et la structure du dessus donne son sens à l'acte suivant lequel on y parvient. Donc, si vous voulez, c'est une manière de décrire la réflexivité des mathématiques les unes sur les autres et des structures les unes sur les autres. Donc, revenons à nos exemples. Pour n'importe quel corps K ou petit k, ou plus généralement n'importe quel K-algèbre A, je vais considérer l'ensemble C de K ou C de A des solutions de cette équation dans K ou dans A, c'est-à-dire l'ensemble des couples, excusez-moi, x, y, de deux éléments de K ou de A, tels que x2 plus y2 égale 1. Ça, c'est un cercle. Mais je vais lui donner une structure totalement algébrique et je vais en faire un schéma. Donc, j'ai donc un nouveau cadre, sachant que la question du cadre transforme et sa réflexion et la forme de sa réflexion. Je vais appeler cercle unité affine l'objet C d'équation ci-dessus. J'ai thématisé cet objet, la pensée a réfléchi sur cet objet, et je vais vous montrer qu'on peut le voir de différentes manières, et c'est grâce au concept de schéma qu'on va voir ce cercle, ou cette variété, ou cet ensemble d'équations, comme de façon très différente. Donc,
la forme de l'équation du cercle a été transformée. L'intervention de certaines structures donne un autre contenu à cette équation, bon, peut-être dont la forme est préservée. Donc, et par ce biais, donc, j'ai donné un sens à l'acte qui a donné sens à l'acte qui a engendré cette nouvelle structure, et j'ai donné des sens démultipliés à la recherche de solutions d'équations polynomiales. Alors, bon, une K-algèbre, donc, c'est un anneau accompagné d'un morphisme d'anneau, K de A, dimorphisme structural. Maintenant, regardons qu'est-ce que c'est que C de Z. C de Z, c'est encore un cercle, c'est un schéma, il n'a que 4 points. 1, plus ou moins 1, et 0, plus ou moins 1. C de R lui-même, c'est ce qu'on appelle un cercle paramétré de façon transcendante, cosinus θ, sinus θ. C de Q est infini. C de F, si F est un corps fini à Q éléments, ben, il a Q-1, K plus 1 ou K éléments, selon que Q est respectivement congru à 1 modulo 4, à 3 modulo 4 ou à une puissance de 2. Donc vous avez du cercle qui est devenu, qui est complètement encadré, encastré dans cette nouvelle structure, dont on va dire que c'est un schéma, eh bien, j'ai toutes sortes de manières de le voir. Hein. Donc, vous voyez tout ce que peut être un cercle dans ce nouveau cadre, qu'on va appeler l'ensemble des A points. Hein. Alors maintenant, si je me donne R polynômes, F1, Fr à coefficient dans K, chacun en n variables, qui sont T1, Tn. Donc voilà, je peux donner une définition. On appelle schéma algébrique affine sur K, défini par F1, Fr dans l'espace affine de dimension n, l'objet X, qui a toute K-algèbre A, associe l'ensemble X de A des solutions communes des équations Fi de T1, Tn égale 0 dans A puissance n, ou A exposant n. Ou c'est encore l'ensemble XA des n uplets T1, Tn d'éléments de A, tels que tous les polynômes Fj, T1, Tn égale 0 pour tout J. On parle alors de A point de X. Ce cadre est donc entièrement transformé. Je considère comme nouvel objet l'ensemble des solutions de R équations polynomiales en n variables, mais j'en ai fait un nouvel objet. La forme polynôme a été préservée, mais elle a pris un sens nouveau. Il ne s'agit pas simplement d'une simple exploration d'objets comme dans le cas cartésien. Les conditions a priori de cette exploration ont été transformées. Dans le cadre d'une structure plus large, un anneau commutatif unitaire, et la signification géométrique est tout autre. La théorie des équations a pris une autre signification, elle a un sens géométrique, et c'est le concept de schéma qui va le prendre en charge. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne va pas se poser des questions de résoudre, de trouver les racines de polynômes, mais ça a pris une toute autre signification. Donc, philosophiquement, j'ai là à enregistrer une suite d'actes donnant sens à des actes posés. Le retour sur les actes, c'est ce qui est rendu possible par la structure. Et c'est cette donation de sens structurelle qu'on peut voir comme une thématisation. Et à chaque niveau en montée, parce qu'on peut encore monter, on va voir, répète de manière créatrice ce nouveau dédoublement. Bon, alors je vais prendre d'autres exemples de schémas affines, grâce aux structures algébriques qui les organisent. Donc je prends le cercle unité. L'ensemble des x tel que x2 plus y2 égale 1, c'est l'ensemble C de A des A points, donc on l'a vu. C'est l'ensemble des solutions de l'équation x2 plus y1. Donc vous voyez, le cercle unité, maintenant, c'est bien un ensemble de solutions. Alors, j'ai pris qu'une équation, mais j'aurais pu en prendre plusieurs pour vous donner que c'est l'objet qui est l'ensemble des solutions. Ici, il n'y en a qu'une. Le schéma algébrique affine défini par 0 équation, maintenant, on va dire que c'est l'espace affine de dimension n, lui-même noté AN, dont les A points, pour toute K-algèbre A, sont l'ensemble AN de A égale A puissance n, des n uplets d'éléments de A. En particulier, la droite affine, c'est A1 de A, A1, pour n'importe quel objet, c'est les éléments de A. Ce sont les éléments de A. Donc, le point, hein, on peut le considérer comme un espace affine de dimension 0, où l'origine affine de n'importe quelle dimension, il a exactement un A point pour n'importe quel cas algèbre. Il est noté parfois l'étoile, là. On va l'appeler aussi spec K. Hein, c'est le schéma algébrique affine défini par... aussi, je vais en prendre un autre. Le schéma algébrique affine défini par l'équation 1 égale 0, qui est cette fois-ci l'ensemble vide, noté spec 0.
Alors, si je considère maintenant le schéma algébrique affine défini par l'équation T2 égale T, c'est-à-dire T facteur de T moins 1 égale 0. Si K est un corps, alors gamma de K a toujours exactement deux éléments, à savoir 0 et 1 dans K. En revanche, si A est une K algèbre quelconque, l'ensemble gamma dans A dont les éléments sont les idempotents, c'est-à-dire les de A, c'est-à-dire les éléments vérifiant T2 égale T, peut avoir plus que deux éléments. Alors tout ceci, on pourrait encore imaginer construire d'autres éléments. Une fois qu'on a conquis la notion de schéma comme structure algébrique, alors on peut faire varier ce qui a été à l'origine au départ. On va garder la forme du cercle, si vous voulez, et puis on va avoir toutes ces équations qui vont donner tout un ensemble d'objets qui va peupler notre univers mental de manière très différente. Alors en général, bon, là encore, c'est une chose que je ne peux pas analyser, mais ce sont ce qu'il faudrait faire. Les corps sont la structure principale, en général, sur laquelle on cherche à visualiser les objets géométriques. Donc on considère pour cette raison, que le gamma a deux points, 0 et 1. Mais pourquoi les corps? Pourquoi, de quelle manière cette visualisation? C'est une chose que je ne peux pas mettre en exergue pour l'instant. C'est une analyse à faire, parce que la notion de corps a dominé historiquement l'histoire des mathématiques. Alors, pas de façon explicite, parce que la notion de corps, elle apparaît dans la géométrie algébrique de Descartes, mais pas de manière explicite. Simplement, pour pouvoir résoudre des équations polynomiales, il faut pouvoir faire les 4 opérations. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'on a implicitement la notion de corps, qui n'est pas thématisée comme telle. Elle sera thématisée au XIXe siècle. Et là encore, même chose. Quand vous avez un corps comme structure, pour qu'elle apparaisse comme structure, il y a des décrochages ou des variations à lui faire subir. Et on aura la notion de corps comme quelque chose de beaucoup plus puissant quand on aura celle corrélative de corps fini. Et là, quand on a la notion de corps fini, on s'aperçoit que structurellement, on a une réflexion plus puissante sur ce qui en fait, si je puis dire, une des caractéristiques essentielles. Donc, on n'a pas le temps de faire ceci, et la philosophie, elle aussi, n'a pas le temps, mais je veux dire que de ce point de vue, la philosophie peut séjourner longuement sur ces nouvelles productions mathématiques. Et c'est pourquoi je disais que la philosophie, d'une certaine manière, ce sont des mathématiques, mais lentes. Et donc, c'est la lenteur de ces mathématiques que nous devons, pour réfléchir, pouvoir pratiquer. Donc, on va chercher dans cette géométrie nouvelle, là encore, c'est un autre aspect des choses, qui n'était pas présent auparavant dans les mathématiques, et bien sûr non plus dans la philosophie. C'est-à-dire que vous avez des structures hyper puissantes et que vous cherchez à leur donner sens. D'une certaine manière, on est monté, il faut qu'on arrive à redescendre maintenant. Et on se pose des questions. On a envie de dire qu'est-ce que ça a comme sens, telle ou telle situation. On voudrait lui donner. Et donc vous avez, et c'est ce qu'on appelle explorer ce territoire. On a un nouveau territoire, vous avez des nouveaux objets, et il faut leur donner sens, il faut produire des situations dans lesquelles on va pouvoir les visualiser, c'est-à-dire pouvoir faire de la géométrie. Et c'est dans cette visualisation également qu'on fait appel, et c'est encore un autre aspect de la pratique mathématique, qu'on fait appel à des métaphores, les métaphores mathématiques très importantes, qui se déploient dans ces nouveaux territoires qu'on est en train d'explorer. Juste un mot. Une K-algèbre n'ayant que deux idempotents est appelée donc connexe. Et c'était cette remarque un peu pédante, mais pas du tout mathématiquement, simplement pour dire que les concepts issus de disciplines très diverses peuvent trouver sens au sein d'une discipline donnée. D'une certaine manière, vous avez une notion de connexité en logique, vous avez une notion de connexité en géométrie algébrique, évidemment, vous avez une notion de connexité topologique. Et ces trois notions, évidemment, correspondent et se répondent et s'éclairent l'une l'autre par transfert, travail d'une discipline à l'autre.
Alors, alors de même, si je continue mon exemple, de même qu'on peut considérer deux points, on peut fabriquer deux droites parallèles, par exemple, bon, y2 égale y dans le plan affine de coordonnées xy. On peut considérer deux droites qui se coupent, c'est-à-dire xy égale 0 dans le plan affine. Donc, vous voyez, simplement à cause ou grâce à l'acquisition de ces nouvelles structures, de ces nouveaux postes d'observation dont nous devons nous emparer, si je puis dire, nous, philosophes, si je parle pour les philosophes. Alors si je prends la courbe y2 égale x3, dont beaucoup de gens ici ont dit des choses très, très fortes sur cette question, donc la cubique cuspidale, on sait que c'est un morphisme, on dit que l'application, si on la paramètre t, donne t2, t3 des points de la droite affine 1 vers les points de la cubique cuspidale sur cette même algèbre A, définissent un morphisme de la droite affine vers la cubique en question. Hein. Et sur un corps donné, K, ce paramétrage est bijectif et les solutions donc, de l'équation, parce qu'on en est toujours à considérer comme objet, on analyse ce nouvel objet géométrique, qui est l'ensemble des solutions. Hein, donc ces solutions s'écrivent toujours sous la forme T2, T3, avec un T unique pour expliquer que c'est bijectif. Hein. Et y sur x si xy est différent de 0, et 0 si non. Alors, il y a encore bien des exemples élémentaires, mais comme je dis, non triviaux, de ce genre, du même genre. On est parti de cette équation initiale, hein, qui est encastrée dans ces concepts, dans le concept de schéma. Alors, les experts en mathématiques n'ont certainement rien à apprendre de ce que je viens d'expliciter en exemple, mais les philosophes ont beaucoup à apprendre. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la manière dont nous avons conçu, sur quoi nous avons réfléchi sur le cercle, est une façon très pauvre. Et les mathématiques que je viens de faire comparaître nous donnent un concept de cercle beaucoup plus riche, beaucoup plus étendu. Et c'est de ce concept-là dont nous devons produire des réflexions et des concepts et des catégories. Bon, je voulais prendre un exemple plus intéressant, mais je vais... Bon, je ne vais pas m'attarder sur cet exemple parce que j'ai bien d'autres choses à faire avant la fin de cette séance. Donc, bon, je vais essayer maintenant de procéder à ce qu'on pourrait appeler donc, une mise en place de l'ontologie des schémas. Je vais compléter cette ontologie. Et pour vous donner ce que c'est complètement un schéma, je vous donne des exemples de schémas. J'ai donné un exemple du schéma vu comme espace annelé, enfin qui est un aspect. Et là, je suis en train, en partant d'exemples plus élémentaires, des exemples algébriques et de géométrie, de me diriger vers un concept de schéma plus catégoriel, ou plus essentiel d'une certaine façon. Enfin, pas plus essentiel, plus catégoriel. Alors, donc, je me donne R polynôme en n variables, c'est F1, Fn, c'est une erreur, et je définis comme X le schéma, grand X, le schéma affine correspondant, dont l'ensemble XA, grand A des A points, pour n'importe quel cas algèbre A, et l'ensemble des solutions des équations polynomiales Fi égale 0 dans A puissance n. À cette situation, on associe une K-algèbre qui est le quotient de l'ensemble des polynômes par K de T1, Tn des polynômes en n variables par l'idéal qui engendre les R polynômes, F1, Fr. Et je considère R comme l'algèbre des fonctions régulières sur X. Hein. Donc un polynôme, on est toujours finalement que dans les polynômes. Hein. Un polynôme en n variables est un polynôme sur l'espace affine A puissance n, et le fait de le quotienter par la FJ fait qu'on se restreint à l'endroit où il s'annule en ignorant toute combinaison de ces polynômes. Donc, si A est une K-algèbre quelconque et H un élément de ce quotient, représenté par un polynôme en n variables, soit H tilde, un élément x1, xn appartenant à ce X de grand A est par définition un n-uplet d'éléments de A qui annule tous les FJ. Bon. Et c'est juste pour vous dire que là, on passe au quotient, hein, et je vais définir un quotientage, mais qui est très élémentaire. Hein, et
sachant que ce passage au quotient, ça produit bien entendu comment dirais-je, ça produit des catégories, hein, des classes, hein, qui sont des classes d'équivalence par rapport à l'objet initial. Hein, et vous savez que de ce point de vue, donc si je vois passage au quotient comme construction de classes d'équivalence, Bertrand Russell, par exemple, considère que la vraie théorie de l'abstraction, elle se trouve dans la notion d'équivalence et de classe d'équivalence, parce que ça vous permet de faire des distinctions dans un ensemble donné. Bon, là, je ne m'attarde pas sur ce point. Hein, et donc, j'ai maintenant besoin d'un concept de morphisme. Hein. Donc, se donner un élément de x de grand A revient à se donner un morphisme qui va de R dans grand A, les gothiques doivent être transformés, hein, de K algèbre, qui est le morphisme d'évaluation, qui est un élément H de K algèbre, le morphisme d'évaluation en X, qui est un élément H de M, associe sa valeur. Donc se donner un morphisme revient à se donner les images des indéterminés par ce morphisme. Elles peuvent être quelconques et elles déterminent complètement ce morphisme. Bon, ça c'est juste. Donc ce morphisme, ce qu'on va dire, il passe au quotient. C'est-à-dire, sur l'idéal engendré par la FI, c'est ça nul, un morphisme R de A, R flèche A, eh bien, doit être tel que les x1 et xn vérifient les équations FJ. Bon. Ceci, c'est très très classique. Et c'est là que la manière dont pense Grothendieck et dont ceux qui ont établi ces théorèmes est importante, qui est sans doute un des concepts clés du renouvellement de cette mathématique. On peut identifier x de A, c'était le spectre, à l'ensemble des morphismes de K algèbre de R dans A. Donc ces objets deviennent des morphismes. Ces éléments deviennent des morphismes. Et on dira que X est le spectre de la K algèbre R. Donc, les solutions des équations polynomiales, au départ, objet d'analyse en soi et entièrement conceptualisées dans la structure d'un quotient R, c'est devenu un ensemble de morphismes de K algèbre. Donc, on doit souligner l'importance du fait que des solutions intégrées à une telle structure deviennent un morphisme. Et l'une des idées clés de Grothendieck, mais pas seulement, de tous les mathématiciens qui ont travaillé dans cette orientation-là, consiste évidemment à voir des morphismes là où on voyait que des éléments en général. Hein, et une des grandes stratégies de la géométrie algébrique de Grothendieck a consisté justement à substituer les morphismes partout où il le pourrait, mais pas gratuitement, parce que les morphismes nous donnent une puissance plus importante, parce que qu'il s'agisse dans le cas de situations ensemblistes, de situations, etc. Hein. Et donc, si vous voulez, alors comment on pourrait dire les choses du point de vue, si je voulais le formuler philosophiquement, c'est substituer à la notion d'objet la notion de fonction ou la notion de dynamique. Quelle est la dynamique que cet objet peut induire? Et une fois cette dynamique induite, si je puis dire, je ne vais plus travailler que sur elle. Donc, l'ensemble des solutions ainsi rassemblées devient l'indicateur de la structure qui en permet la conception. Si on écrit R comme K de T1, Tn sur F1, Fn, X est l'objet géométrique défini par les équations en question. Et la K algèbre détermine complètement X, elle détermine X de A, qui est l'ensemble des solutions, et cette bijection est naturelle. Alors là encore, je ne vais pas m'attarder sur cette question. X donc, est le spectre de la K algèbre R, noté spec R. On n'est pas encore à la dernière ontologie de toutes ces constructions, mais si on écrit R comme K de T1, Tn sur F1, Fn, X est l'objet géométrique défini par les équations F1, Fr, et c'est un schéma algébrique affine. Les K algèbres écrites ici, pour certains polynômes en n variables, sont appelés K algèbres de présentation finie, c'est le langage qui est utilisé d'habitude, hein, car présentation finie, peu importe, mais c'est très important pour travailler, c'est qu'on a à la fois les générateurs et les relations. Donc ça veut dire qu'on a les générateurs, c'est les images des TI, et les relations, c'est les R-relations entre eux des FI. Hein, donc on a les générateurs et les relations, et on a une présentation finie. Bon.
Donc, la géométrie algébrique, de ce point de vue, est un jeu de transformation ontologique, essentiellement de transformation de notre manière de les considérer et de les traiter. Donc, il existe, si on voulait parler de généralisation, une manière tout à fait spécifique de généraliser, c'est-à-dire d'étendre le domaine d'application du concept en cours d'élaboration. Donc, cette façon de faire est propre à la géométrie algébrique, est propre à Grothendieck et aux mathématiciens qui ont travaillé, qui ont travaillé avec lui. Et donc, on va voir que, là encore, pour un philosophe, bien sûr que les philosophes ne vont peut-être pas s'amuser à faire tout ça, mais ça veut dire que la notion de généralisation doit être réévaluée. La notion de généralisation est d'abord située, et elle est située dans des structures. Alors, comment est-ce qu'on peut réexprimer philosophiquement cette généralisation qui doit intégrer ces structures sans pour autant rester dans leur dépendance, comme je l'ai dit au début? Eh bien, il y a des manières de faire, là encore, dont on peut donner des exemples, mais je ne vais pas les donner maintenant. Donc, on peut considérer que Grothendieck et tous les gens qui sont avec lui, de ce point de vue, produit une réflexion sur les conditions de recherche en structure de solutions d'équations polynomiales en retraduisant toutes les conditions mathématiques, donc structurales, de la position de ces équations. Et là encore, rechercher la structure au fondement et donner les conditions reformulées de ce qu'est une solution d'équation produit d'autres objets géométriques. Donc ça veut dire que, si vous voulez, d'une certaine manière, il ne faut pas être prisonnier de la notion de solution. Mais ça, tous les mathématiciens l'ont dit et tous les philosophes l'ont dit. Mais en fait, il faut réfléchir sur ce que ça veut dire être solution. Et réfléchir sur ce que ça veut dire qu'être solution, c'est construire toute une théorie et tout un ensemble de structures qui vont donner sens à solution dans un cadre donné. Et la liaison entre objet et équation, enfin solution et équation, c'est au centre même de la théorie de Grothendieck et aussi de la théorie de Galois. Alors, donc, il est très remarquable qu'on peut repérer dans toute l'histoire des mathématiques et lorsqu'on observe une circulation des concepts dans une discipline, au passage d'une discipline à une autre, donc cet effet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'effet fonctoriel. Et on dit, donc, c'est fonctoriel, etc. Bon. Et ça veut dire que des notions se construisent, des notions s'autonomisent, et elles peuvent, tout en restant dans leur champ, être mises en relation. Et c'est ce que je vais juste maintenant vous présenter encore un exemple, tout en poursuivant l'analyse sur le cas des polynômes, enfin des équations, des solutions, l'objet comme ensemble des solutions d'équations polynomiales en plusieurs variables. On va continuer de nous diriger vers la vision fonctorielle de la présentation de cet objet. Alors, donc, si j'ai phi un morphisme de K-algèbre et qu'on applique à chaque coordonnée d'un élément x dans l'ensemble des solutions, il est clair que le phi de x ainsi obtenu va vérifier les mêmes équations. Et donc, il appartiendra à x de b. Autrement dit, grand X associe non seulement à n'importe quel K-algèbre un ensemble x de A, mais il associe à n'importe quel morphisme de A vers B un morphisme de K-algèbre, une application de x de A vers x de B. Et la composée de x de A vers x de B et de x de B vers x de C, déduite de ces deux morphismes A vers B vers C, est l'application qui va de x de A vers x de C, associée au morphisme composé A de C. C'est ça, la fonctorialité. Et donc, on va monter encore d'un cran. On a un schéma, et puis on va essayer de réfléchir encore, qu'est-ce qui structure ce schéma de façon plus en profondeur, j'aime pas dire plus en profondeur, de façon plus formelle et plus abstraite et plus conceptuelle à la fois. Alors, qu'est-ce que fait cet opérateur? Bien entendu, il applique une catégorie dans une autre, mais il agit sur n'importe quel morphisme de catégorie, sur n'importe quel morphisme. X de A peut être vu donc comme l'ensemble des morphismes de R vers A, R étant une K-algèbre de présentation finie, dont X est le spectre. Donc l'application de X de A vers X de B déduite de A de B et la composition par phi, parce qu'à chaque fois il faut dire ce que c'est que le morphisme, envoyer un morphisme de R de A vers un morphisme de R de B. Donc on a affaire ici au concept de foncteur,
Et ce qui est important dans ce concept de foncteur, bon, là encore, on peut faire toute une histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réflexion sur ce concept de foncteur, de ce qu'il implique comme réflexivité, de type de réflexivité, etc. J'ai donné quelques exemples, hein, mais il s'agit d'un concept de préservation de structure, et d'abord de la catégorie des cas algèbres vers les ensembles, et à toute cas algèbre associé à un ensemble A, et à tout morphisme, une application que j'ai notée là, et avec ces contraintes élémentaires que j'ai écrites ici. Donc, là encore, nous avons un processus d'extension ou d'exportation de formes, et de l'application d'opérations qui sollicitent l'opération même, définissant le domaine cible, et cette fois opère entre les images elles-mêmes. C'est un mouvement donc, là, que j'appellerais dialectique, hein, que ce processus d'extension, et c'est la raison pour laquelle, enfin, je signale au passage, parce que je n'ai pas le temps de le développer, que Bill Levere, lorsqu'il a essayé de produire une philosophie qui est adéquate, en accord avec la théorie fonctorielle, a eu recours à la dialectique hegelienne. Et il y a des textes de Bill Levere sur la dialectique hegelienne, en particulier pour penser, mais je pense qu'il n'est pas le seul, je pense que les catégoriciens qui sont ici ont déjà eu cette idée, de penser la notion de négation à travers celle d'adjonction, etc., etc. Et là encore, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Vous voyez, vous avez affaire à des structures, vous avez affaire à des exportations de structures, des jeux sur les structures, et une manière de les réfléchir, vous essayez de trouver ces manières dans l'histoire de la philosophie, par exemple, hein, et vous pouvez même, de ce point de vue, si vous restez dans la lettre et dans l'esprit de la fonctorialité, vous allez donner un sens, je dirais, concret à cette notion de dialectique. Alors peut-être que ça ne tient pas jusqu'au bout, mais c'est une manière de produire une réflexion que j'appellerais partiellement autonome. Donc cette transformation-exportation possède donc presque toujours deux formes. C'est le passage d'une structure d'un étage à un étage supérieur. Donc, et c'est là encore des choses que je n'ai pas développées, mais dans la géométrie algébrique, vous avez une hiérarchie de structures, et la grande difficulté, c'est précisément, quand vous êtes à un étage, de bien voir de quel étage vous venez, et savoir comment vous allez descendre à l'étage inférieur, ou comment vous allez aller à l'étage d'à côté, enfin sur le palier d'à côté. Hein. Donc, comment la structure du haut éclaire la structure du bas, comment elle l'a transformée, et comment du coup j'ai réussi à accéder, même s'il faut s'accrocher à la paroi, j'ai réussi à accéder à la structure supérieure. Et puis, ce passage, c'est le passage d'une forme épurée de transformation. C'est-à-dire que je regarde la transformation elle-même, sans forcément m'attacher à la concrétude, au caractère concret des étages. Et dans ce cas, si je réussis à produire une sorte d'autonomisation de ce passage, j'ai affaire à des concepts comme celui de foncteur ou comme d'autres concepts. Hein. Alors, cette notion donc, transforme encore plus donc, la notion même de système d'équations, de solution de système d'équations. Hein. Grand X est le schéma algébrique affine défini par R polynôme en n variables, c'est-à-dire x de A, pour n'importe quel cas algèbre A. Et c'est l'ensemble des solutions polynomiales dans AN. Et donc, je recommence. Si phi est un morphisme de cas algèbre, si on applique phi à chaque coordonnée, eh bien, on a le phi de x qui est défini sur les mêmes équations. Hein. Et je vais encore franchir une étape ou un étage. Ah, pardon, oui. DM, c'est j'ai utilisé de nombreux blogs et de collègues ou de jeunes qui m'ont aidé. Donc là, DM, c'est David Mador. Et puis j'ai utilisé aussi tous les exemples qu'on trouve dans le Hartshorne, hein, enfin, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes. Hein, donc si R est donc une K-algèbre, on peut définir un foncteur qu'on va nommer homme R bar, ou spec R, qui, à une K-algèbre A, associe l'ensemble homme K R A des morphismes de R de K-algèbre et à un morphisme phi, la composition par phi. Et donc, je crois qu'on est arrivé presque au sommet
enfin, non, on a franchi une étape. On dit qu'il s'agit du foncteur représenté par R, donc le fait qu'il soit représenté par R, ou du spectre de R, hein, et donc ce foncteur, du fait qu'il est, vous voyez, d'une certaine manière, il est concrétisé parce que j'ai homme RA, hein, et on l'appelle foncteur représentable par une K-algèbre, où on l'appelle schéma affine. Donc, foncteur, donc, alors là encore, il y a un vocabulaire, mais qui est un vocabulaire qui est étroitement mêlé et qui est, chez Grothendieck, vraiment, il est indissociable. Il y a le foncteur, c'est un terme qui est issu de la théorie des catégories, du point de vue du vocabulaire, et le schéma, c'est issu de la catégorie des géométries algébriques. Mais on voit le schéma comme un foncteur. Hein. Et donc, comme le disent la plupart des mathématiciens qui ont travaillé avec Grothendieck ou sur Grothendieck, chez Grothendieck, le développement de la théorie des catégories, l'expression en termes de catégories, est indissociable de la géométrie algébrique sur laquelle il est en train de réfléchir. Alors, donc je reprends quelques formules pour terminer donc, de Pierre Deligne, Lucky Lucy et de Pierre Cartier. Hein. Simplement pour ajouter de l'histoire. Donc l'invention des schémas par Grothendieck a été l'idée la plus vite acceptée, et Deligne cite Serre, dès Stockholm 1962, c'est dans un article de Pierre Cartier. Je dois préciser que je prends ce dernier terme au sens qui est devenu le sien. Oui, Serre, excuse-moi. Oui, mais tu le cites, je crois que... dans ce dernier terme qui est devenu le sien depuis quelques années, celui de la théorie des schémas. Alors, je n'ai pas non plus ce que j'aurais dû faire, mais on ne peut pas tout... Il y a plusieurs concepts de schémas, pas seulement... Là, j'ai simplement dit qu'il y avait deux concepts parallèles, espace Hanley et fonctoriel. Mais il y a les schémas, c'est un terme qui a été, je crois, inventé par Chevalet, dans son cours, et il y a un cours, et dans les EGA, bon, si vous voulez vous y reporter, il y a un chapitre consacré au schéma au sens de Chevalet. Hein, et Grothendieck se différencie, tel que je vous l'ai exposé, c'est dans l'esprit, peut-être pas dans la lettre, mais c'est dans l'esprit de Grothendieck. Donc, Chevalet, schéma signifiait le schéma au sens du schéma un dessin pour faire une construction. Ce n'est pas la construction, c'est le dessin qui permettra de faire la construction. Oui. Mais il y a c'est simplement ontologique extrêmement important. Oui, et puis il y a bon, et puis c'est lié aussi à l'évolution de la notion de variété, enfin, la façon dont André Weil aussi. Donc il y a les trois personnages qui jouent, mais on ne peut pas d'un côté André Weil, d'un autre côté Chevalet et d'un autre côté Grothendieck, qui réussit, mais ça je n'ai pas à faire la synthèse pour s'élever au-dessus de toutes les... Enfin, je ne sais pas, disons ponctuellement, à un certain moment, s'élever au-dessus et faire la synthèse des conceptions qui le précédaient. Maintenant, il y a des gens qui continuent à travailler dans l'esprit aussi différent, dans l'esprit d'André Weil ou dans l'esprit de Chevalet. Bien, alors donc il a adopté comme introduction un point de vue fonctoriel, et Grothendieck a développé pour concevoir ces nouvelles structures. Donc, il a développé le langage des catégories qui était à sa disposition, grâce aux travaux de Cartan-Eilenberg et tout ce qui était algèbre homologique. Donc, dans cette définition que j'ai donnée, la théorie des catégories joue à plein. Mais c'est une mauvaise expression que j'ai employée, mais elle ne joue pas pour elle-même. En un sens, elle ne joue pas pour elle-même parce qu'il ne s'agit pas de faire une théorie des catégories autonome, mais elle joue pour elle-même parce qu'il s'agit de comprendre aussi ce que signifient les catégories dans cette activité, dans cette élaboration. Donc, les morphismes qui caractérisent principalement sont introduits pour donner une compréhension en termes de dynamique, et c'est toujours de relation des objets solutions des équations.
puisqu'il s'agissait de comprendre l'objet ensemble des solutions des équations polynomiales de polynômes à plusieurs variables. Donc, la notion de schéma donc, bénéficie de cette forme dynamique qui est celle des catégories, hein, qui est donc fonctorielle. D'une certaine manière, ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à vivre dans un monde où il n'existe plus que des morphismes à différents niveaux. Et ces morphismes sont plus ou moins signifiants, mais d'une certaine manière, il faut essayer de ne jamais les laisser retomber. Toujours les porter dans leur dynamique active. Et donc, si on prend la définition générale, à nouveau, donc à partir d'une catégorie C, on peut assigner à tout objet X de cette catégorie un foncteur contravariant sur C, à valeur dans la catégorie des ensembles, hein, HXC dans ANS, qui, sur l'objet T, prend la valeur homme CTX. Alors vous voyez, on est complètement dans une représentation catégorielle morphique et dynamique, mais c'est toujours pour comprendre une certaine situation qu'on a élaborée. Alors la question, et bien sûr, c'est quelle est la mémoire de la situation initiale ? En quoi est-ce que cette mémoire joue ? Alors elle peut jouer à différents niveaux. Elle peut jouer en écho, parce on cherche un ensemble de solutions d'équations polynomiales, mais en même temps, on peut dire aussi, inversement, que la situation initiale n'a été qu'une sorte de prétexte pour développer ces nouvelles théories. Mais les deux peuvent jouer. Parce qu'après, une fois que vous êtes dans ce cadre-là extrêmement vaste et très synthétique, vous pouvez prendre comme cas particulier le problème dont vous étiez parti pour lui trouver une solution. Donc, il s'est agi donc de thématiser le schéma comme foncteur, hein, et je dirais inversement, c'est plutôt le foncteur qui a permis d'effectuer une thématisation du schéma. Hein. Donc, si R est une K-algèbre, on a dit, excusez-moi pour les gothiques, hein, on a défini le foncteur homme R ou spec R qui a une K-algèbre A associe l'ensemble homme R A des morphismes de R vers A de K-algèbre et à un morphisme associe la composition. Donc c'est le foncteur représenté et un foncteur qui lui est isomorphe est appelé foncteur représentable par une K-algèbre ou schéma affine sur K. Hein. Donc on est passé d'un niveau où c'est la dynamique des applications elles-mêmes qui est thématisée. Hein, et le foncteur, il permet une réflexivité, il permet de revenir sur l'application, sur le morphisme lui-même. Et à chaque fois d'étage en étage. Alors, la notion de foncteur représentable peut aussi être analysée. Il faut que les philosophes, disons que les mathématiciens philosophes arrivent à produire une analyse de ce que c'est que ce foncteur représentable, pourquoi il est important. Hein, et d'une certaine manière, ça veut dire que la référence aux ensembles, ensemblistement, joue comme une sorte de réalisation, c'est une sorte de référence qui permet de concrétiser la représentation de la structure. Donc, vous voyez, là encore, l'objet ensemble des solutions s'est beaucoup transformé. Hein. Et comme je vous l'ai dit, si on le voit comme prétexte, il est devenu ce par quoi des morphismes de K-algèbre sont possibles et se déploient. C'est-à-dire que, et c'est souvent le cas, alors ce qui pourrait être particulier à Grothendieck, c'est que chez lui, cette faculté, je dirais cette faculté créatrice est développée de manière extrême, c'est-à-dire que vous avez un problème, on va très rarement chercher le problème, on va chercher une énorme théorie gigantesque qui va développer de recours à énormément de structures algébriques et de structures géométriques. Et puis, le problème initial, il tombe, il est en quelque sorte déduit de cet ensemble théorique. Et d'une certaine façon, enfin, je n'ai pas connu Grothendieck, mais je crois qu'il n'était pas un mathématicien qui, comment dirais-je, s'obsède par un problème dont il essaye de trouver à tout prix la solution, où
ne va pas dormir pendant des jours et des jours pour trouver de quelle nature se trouve, pourquoi cet anneau est comme ci, et il faudrait le mettre comme ça, etc. Et je pense qu'il était quelqu'un qui, devant un problème, immédiatement essaye de voir l'ensemble des conditions générales dont ce problème ne serait qu'un cas particulier. Et je crois que ça, c'est une manière de faire des mathématiques, certainement. Qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de la philosophie, je dirais même classiquement de la philosophie, devant un problème donné? Ça veut dire, est-ce que vous devez rester dans la concrétude, le caractère concret d'une situation, et essayer de creuser cette situation au maximum en espérant que vous allez en sortir, ou bien est-ce que vous la laissez un moment, vous pilez, et puis vous allez élaborer toutes sortes d'autres concepts, d'autres théories. Les deux sont deux façons de voir et deux façons de faire des mathématiques et de faire de la philosophie, et les deux ont leurs inconvénients. L'inconvénient qui consiste à chercher une foultitude hyper puissante de théories, comme l'a fait Grothendieck, c'est que, je ne sais pas si c'est un inconvénient, je veux dire, c'est une puissance créatrice qui est prise dans un certain nombre de contraintes qui n'ont plus rien à voir avec la contrainte initiale, et qui fait que vous avez des programmes qui se mettent en place devant vous, des programmes de programmes, et c'est ce que dit Jean-Pierre Serre quand il lui répond. Il lui dit, voilà, le programme que tu t'es fixé était peut-être non réalisable, parce qu'il était gigantesque. Mais ça nous a permis d'être les héritiers d'une très grande œuvre mathématique. L'autre cas où vous restez, je dirais, enfoui dans votre problème particulier, il a évidemment cet inconvénient de la restriction particulière, mais il peut avoir aussi des avantages, parce que, à condition que vous vous en sortiez. C'est-à-dire que le jour où enfin vous avez vu que c'était le bon anneau, etc., là, enfin, ouf, et vous pouvez passer à autre chose. Tandis qu'avec la façon de faire de Grothendieck, vous ne pouvez jamais passer à autre chose. Vous êtes toujours entraîné dans des élaborations créatrices plus puissantes. Alors, donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est donc, en vous donnant quelques aperçus de ce que c'est que le concept de schéma. Je suis loin d'avoir épuisé, mais je vous ai dit comment, à partir du concept d'objet géométrique, ensemble des solutions des équations polynomiales à plusieurs variables, on peut élaborer petit à petit ce que c'est qu'un schéma affine, qui sont donc des foncteurs particuliers, qui sont ceux qui sont représentés par une K-algèbre. Maintenant, les schémas généraux, qui ne sont pas ces schémas affines, sont aussi des foncteurs. Et ces schémas, on les décrit en les identifiant à leur foncteur point. C'est encore une autre façon de développer les choses. Enfin, c'est dans la même direction. Évidemment, ça fait aussi référence à ce que c'est qu'un point, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, l'exploration de ce que c'est qu'un point, de ce point de vue, si je puis dire, a été. Vous avez des trajectoires qui nous ont été tracées par les analyses de Pierre Cartier, dans la façon dont les points se sont transformés. Mais ce qu'a fait Pierre Cartier, c'est de donner la postérité du concept de point, de ce point de vue, qui est dans la géométrie non commutative et aussi dans la physique. Mais on n'a pas épuisé tout ce que peut être le concept de point de ce strict point de vue, du strict point de vue de la géométrie algébrique. Alors, je voulais vous donner un exemple de schéma non affine, mais c'est peut-être pas la peine que je vous... on prend par exemple un foncteur U qui a une K-algèbre associe l'ensemble U de A découple XY d'éléments de A qui engendre l'idéal unité. Et l'idéal unité, ça veut dire A lui-même. Ça veut dire qu'on a Bezouf, c'est-à-dire qu'il existe UV tel que UX plus VY égale 1,
qui a un morphisme A vers B associe l'application U de A vers U de B. Bon, mais il y a encore d'autres schémas bien plus élaborés que ceux-là. Alors, je n'ai pas... voilà. Donc, une chose, c'est que... Donc, vous voyez, ce qui est aussi important, ce que je n'ai peut-être pas réussi à vous faire sentir vraiment, c'est que l'avantage de la théorie grothendieck, c'est le fait que c'est une synthèse énorme. Enfin, énorme, c'est un mauvais terme. Une synthèse pertinente, une synthèse conceptuelle puissante, et que dans cette synthèse, d'une certaine façon, on ne s'arrête jamais de monter. On ne s'arrête jamais de monter. Alors, il y a des moments où on s'arrête, mais c'est toujours, en fait, c'est provisoire. Hein. Et alors, pourquoi monter ? Monter, c'est la métaphore qui me vient immédiatement. D'abord parce que c'est ainsi qu'on procède et que vous pouvez voir la hiérarchie des structures mathématiques. C'est pourquoi les mathématiques sont difficiles de ce point de vue-là, parce qu'il faut monter. Et c'est de quelque sorte une tendance, je dirais, spontanée, naturelle, de la construction d'une abstraction, de l'abstraction en mathématiques. Et si on monte, par exemple, on peut monter des catégories aux n catégories. Ben, on va encore monter. Et on va monter de certains schémas à des schémas encore plus généraux. Donc c'est une des formes de la généralisation. Alors pourquoi cette montée et qu'est-ce qu'on peut dire de cette montée ? Alors cette montée, elle prend des formes de morphisme entre morphisme, de morphisme, etc. Et quand vous avez des catégories plus complexes, dans le cas de la théorie des catégories, vous avez du coup des préalables, des préliminaires qui peuvent être une vingtaine de pages avant que vous ayez accès à l'objet. Et donc c'est un travail des mathématiciens de rendre aussi accessible, de voir comment est-ce qu'on peut restreindre ces préalables, comment est-ce qu'on peut faciliter cette montée, etc., etc. Mais cette montée, elle correspond, là encore selon moi, à ce qui est décrit de façon très générale par le platonisme. Par le platonisme, c'est-à-dire que plus vous montez en dimension, plus vous montez, plus vous éclairez ce qui est en dessous. Et bien sûr, il y a des exceptions, parfois il faut redescendre un peu, etc. Mais dans le cas, bon, je prends juste l'exemple, dans le cas des courbes avec des singularités, etc., quand vous regardez dans des dimensions supérieures, eh bien, d'une certaine façon, vous éclairez ce qui se passait dans des dimensions inférieures. Et donc, il y a tout un processus. Bien sûr, il y a des nuances à apporter. Et je crois que la façon de travailler de Grothendieck, ça a été aussi de nous aider à monter, même si on n'y arrive pas. Hein, et que sa synthèse, la synthèse qu'il a effectuée, c'est la synthèse de quelqu'un qui est au-dessus, hein, qui a réussi à se placer au-dessus, même s'il ne l'a pas fait de façon tout le temps particulièrement réussie. C'est cette manière, cette dynamique-là par laquelle il était entraîné et qu'il a voulu nous entraîner. Et pour moi, cette montée, elle est décrite par deux processus dont je ne vais pas vous reparler maintenant, qui sont des processus processus que Cavaillès a repris dans sa lecture de logique formelle et logique transcendantale. Alors, ce sont des textes qui ont été réanalysés, mais ce sont des textes qui sont donc issus de sa lecture de Husserl, qu'il a déformés, reformulés, etc., mais qu'on peut trouver aussi reformulés par Husserl dans les IDN un certain nombre de passages qui sont en écho avec ces processus, qui sont le processus donc, de l'idéalisation et le processus de ce qu'on appelait la thématisation. Donc chacune de ces structures, d'une certaine façon, thématise un processus et l'acte de baptême, de nomination ou de nominalisation de la structure, c'est un effet de thématisation. Mais tant que vous n'avez pas thématisé, ce qui va en même temps avec le fait de donner un sens ou une signification
à l'ensemble de la procédure, vous n'êtes pas encore arrivé dans une situation telle que vous pouvez vous reposer un petit moment. Hein, faut continuer, vous êtes toujours suspendu à la paroi. Et l'autre procédure, qui est celle de l'idéalisation, elle est proche aussi d'une procédure de transgression de l'état de la science à un certain moment. Il faut pouvoir dire que ce n'est pas seulement comme on croit dans lequel nous vivons bien tranquille, mais qu'il y a des situations au contraire dans lesquelles il faut contredire les règles en vigueur pour essayer de leur donner un autre sens. Hein. Donc il y a une transgression des règles qui est liée dans l'idéalisation. Donc l'exemple le plus élémentaire que donner, enfin qui n'est pas du tout élémentaire, comme je voulais, enfin qui n'est pas simple, hein, c'est celui de la création, par exemple, des nombres complexes ou de la création de la géométrie projective, où on ajoute un point à l'infini, donc qui va transgresser les règles de la géométrie euclidienne. Hein. Et puis ensuite, cette idéalisation-là, ce que vous trouvez donc à beaucoup d'endroits, presque tout le temps, je dirais, chez Grothendieck, parce que ce n'est pas les corps, c'est pas les idéaux maximaux, mais c'est les idéaux premiers, etc. Elle est thématisée dans la nomination et la nomination d'une structure donnée qui va nous servir de point d'appui, un moment de repos, et ensuite pour repartir. Donc voilà, donc ces deux constituants, avec ce mouvement platonicien, si vous voulez, d'ascension, c'est une certaine façon un peu encore trop abstraite à mon goût, de vous décrire comment une intervention, le rôle de la philosophie pourrait se comprendre dans, pas seulement dans la compréhension, parce que la compréhension de l'œuvre de Grothendieck, c'est qu'il n'y a que le travail mathématique qui peut le faire, mais dans l'exploration philosophique de son élaboration mathématique. Je vous remercie.